Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Léa Vejayakona, je suis doctorante au sein de l'unité iBrain de Tours et je vais vous présenter un résumé de la session 6 du congrès NCALS 2025 consacré à la génétique et aux mécanismes géniques impliqués dans la SLA. Cette session a été particulièrement riche, couvrant à la fois des approches de génomique à grande échelle, des analyses mécanistiques en profondeur et des perspectives thérapeutiques ciblées. La session a débuté par une présentation de Jan Velding qui a dressé un bilan des 10 ans du projet MIND, une vaste collaboration internationale dédiée à la génomique de la SLA. Le projet a permis jusqu'ici de recueillir plus de 11 000 échantillons d'ADN, dont environ 9 000 échantillons de patients SLA et 2 000 contrôles, avec un objectif final de 15 000 cas et 7 500 témoins, impliquant plus de 30 pays. Les analyses sont encore actuellement en cours, mais plusieurs résultats importants ont déjà émergé. Tout d'abord, l'héritabilité par les SNP communs semble modeste, soulignant l'importance de variants rares, même dans les formes sporadiques. La génétique semble jouer un rôle déterminant dans le risque de développer la SLA plutôt que dans sa progression. Le GWAS a permis de mettre en évidence l'importance du locus UMTRESA impliqué à la fois dans le risque et la progression de la maladie. Enfin, de nombreux variants rares, potentiellement cibles de thérapie, ont été identifiés. La deuxième présentation par Jochen Weishaut s'est focalisée sur la présence de mutations somatiques dans le cortex moteur de patients atteints de SLA sporadique. À partir d'échantillons post-mortem, ils ont séquencé 28 gènes connus de la SLA chez des patients sporadiques, familiaux et des témoins. Ils ont montré que des variants somatiques ont été observés dans des cas sporadiques sans cause génétique suite à un séquençage de l'ADN sanguin, notamment dans les gènes FUS, CCNF, COPTN, VADPB et TARDBP. Aussi, un hotspot de mutation somatique a été identifié dans FUS. Grâce au single-cell RNA-seq, une accumulation accrue de SNV dans les neurones excitateurs a été démontrée, aussi bien dans les cas sporadiques que familiaux. Ces données suggèrent que les mutations somatiques dans le système nerveux central pourraient contribuer à la pathogénèse de la SLA et ouvrent la voie à de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques, notamment ciblant les mosaïcismes génétiques cérébraux. Ensuite, Noah Sebacher a présenté des travaux sur la SLA liée à TBK1, mettant en évidence un lien entre la perte de fonction de TBK1, déficit de réponse à l'interféron de type 1 et dysfonction de l'autophagie dans les motoneurones. En effet, ils ont montré qu'en présence de variantes perte de fonction de TBK1, il y a une diminution de réponse à l'interféron bêta, une augmentation de TPC1D15, un régulateur négatif de l'autophagie, et une agrégation cytoplasmique accrue de P62. Cette agrégation de P62 est réduite après traitement par l'interféron bêta via la voie JAK-STAT avec toutefois un effet timing dépendant. Ces résultats suggèrent que stimuler la voie interféron bêta pourrait restaurer une fonction autophagique et avoir un effet thérapeutique à condition de respecter une ferrette temporelle précise. La quatrième intervention était celle de Nathalie Paille qui a exploré le rôle du gène NEC1 dans la régulation des contacts entre le réticulum endoplasmique et les mitochondries. NEC1 est recruté à la mitochondrie en cas de dommage à l'ADN où il va aider à prévenir la mort cellulaire. Et il joue également un rôle essentiel dans le couplage entre le réticulum endoplasmique et la mitochondrie, facilitant le transfert de cation. Ils ont démontré que la perte de NEC1 désorganise ce couplage, altérant la signalisation calcique mitochondriale, et ceci pourrait contribuer à la dégénérescence neuronale. Enfin, la dernière présentation faite par Diana Piol a présenté une étude utilisant la transcriptomique spatiale subcellulaire pour explorer les mécanismes précoces dans la SLA liés à FUS. Ils ont comparé les somas et les axones de motoneurones chez des souris FUS mutantes, et son équipe a mis en évidence une altération des signatures transcriptomiques axonales, en particulier au niveau des composants de la machinerie de traduction. Un point clé concerne EIF5A, un facteur d'initiation de la traduction dont l'activation dépend de son hypucination. Cette modification est diminuée dans les axones mutants, ce qui entraîne une baisse de la traduction locale et une réduction de la croissance axonale. Un traitement par spermidine, capable de restaurer l'épucination de IF5A, permet de corriger ces défauts in vitro et in vivo, suggérant une nouvelle piste thérapeutique ciblant les mécanismes locaux de traduction dans les axones. En conclusion, cette session a mis en évidence la complexité et la diversité des mécanismes génétiques et moléculaires impliqués dans la SLA, depuis les grandes études de génomique collaborative jusqu'à des mécanismes subcellulaires fins, en passant par des approches fonctionnelles. Elle souligne aussi une tendance forte vers des approches thérapeutiques personnalisées, ciblant des voies moléculaires spécifiques, souvent identifiées à partir d'observations génétiques. Merci pour votre attention.